Bonjour chers amis, j'ai choisi cette semaine 3 sujets pour notre actualité. Le premier, la marée populaire et la manifestation auquel j'ai participé le 26. Le second, c'est l'examen au Sénat de la loi sur la SNCF, avec plein d'ordonnances et une participation active à ce débat. Et le troisième, c'est la situation en Italie, où je trouve inacceptable que la loi des marchés, les dogmes de l'euro, passent au-dessus du vote des peuples. Donc voilà l'actualité générique. Samedi, j'étais à la manifestation dite la marée populaire. J'y étais à Paris avec mes amis du PS Union et Espoir, l'aile gauche, et puis des jeunes socialistes. Mais bien sûr, au-delà, il y avait une multitude de militants, tant des autres partis de gauche que des syndicalistes ou des militants associatifs. Alors, bien sûr, ce n'était pas non plus une influence exceptionnelle, même si la mobilisation était importante, parce qu'on sent bien que le risque qui nous guette, c'est celui de la fatalité, de l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la politique de Macron, et en tout cas à la puissance de Macron, non pas parce que c'est une bonne politique et qu'il n'y en a pas d'autre, mais essentiellement parce qu'on ne voit pas le contour de ce que pourrait être à gauche une alternative capable de s'incarner avec une majorité. Alors justement, je pense que cette manifestation elle est intéressante parce qu'elle porte en germe une autre façon de fédérer toute la gauche, et j'espère qu'à terme le Parti socialiste y répondra présent. C'est l'idée du Front populaire. À chaque fois qu'il y a des crises, l'idée c'est de à la fois fédérer les mouvements politiques, mais aussi d'impliquer les citoyens à travers l'engagement syndical et les syndicats et à travers les associations. En d'autres temps, dans les années 70, on parlait de l'unité populaire. Tout ça pour dire que ce n'est pas simplement un cartel d'organisation, mais en même temps, on peut guère faire sans les partis politiques et sans les organisations. Il ne faut pas s'enfermer dans cette logique, il faut savoir la dépasser. Alors j'ai apprécié que Jean-Luc Mélenchon, dans son interview à Libération le même jour, fasse justement référence à ce Front populaire en ce qu'il pourrait incarner l'unité du peuple et souhaite qu'il y ait des débats, souhaite qu'il y ait des actions sans a priori, sans tabou. Et de ce point de vue, je partage l'idée que tout anathème visant à faire croire que la France insoumise n'est pas une force respectable, importante et, il faut bien le dire, dominante à gauche, est une erreur. Pour autant, personne n'est obligé de s'aligner sur la position de l'autre. Il faut travailler à des convergences. Moi, je souhaite que cet appel de Jean-Luc Mélenchon soit entendu. C'est celui que nous lançons depuis des années avec mes amis. Soyons au rendez-vous. Alors, nous allons prendre une initiative le 9 juin, c'est-à-dire pas la fin de semaine, la semaine d'après, qui veut participer à cette idée de construire un front populaire où chacun défend, sans sectarisme et sans repli sur soi, un certain nombre d'idées qu'il considère essentielles pour l'avenir du pays et de la gauche. Et moi, je fais partie, avec nos amis du MRC ou de République et Socialisme, nous faisons partie de ceux qui pensons que l'idéal républicain, la gauche républicaine, doit mieux se faire entendre avec des réponses au monde contemporain et pas simplement dans le retour à nos valeurs historiques. Les valeurs n'ont pas changé, les réponses doivent s'adapter. Une gauche qui soit républicaine, antilibérale, sociale et écologiste. Cette rencontre du 9 va nous permettre d'échanger sur des enjeux considérables comme l'avenir du travail, qu'est-ce que c'est que la production, notre mode de développement, la répartition des richesses, et puis de l'autre, la citoyenneté, la souveraineté populaire, la République aujourd'hui, comment nous pouvons la faire vivre. Alors ces thèmes sont importants, mais ce qu'il est aussi, c'est la démarche. Une démarche qui veut associer des militants dans le Parti socialiste, dans d'autres partis comme le MRC et d'autres, en dehors du Parti socialiste, pour participer à ce fameux Front populaire que j'appelle de mes voeux, Front populaire indispensable pour porter une alternative à Macron. Nous examinons au Sénat le plan SNCF. Bon, vous connaissez mon opposition à ce plan sur plusieurs terrains. Premièrement, l'ouverture à la concurrence n'est absolument pas indispensable. Je rappelle que même dans les textes européens, il est possible d'y déroger
parce que à partir du moment où le service est bien rendu à des prix abordables. D'ailleurs, les Espagnols l'ont reporté dans la durée. Alors, nous allons nous opposer ici au Sénat, avec peu de chances d'être entendus, vu que la majorité est de droite, mais néanmoins, nous allons mener la bataille, et surtout, nous, citoyens, nous pouvons obtenir des régions, notamment pour les TER, qu'elles refusent cette ouverture à la concurrence. Deuxièmement, je suis, même en acceptant, ou en tout cas en reconnaissant la concurrence, rien n'oblige de privatiser, en tout cas de changer le statut de la SNCF en SA. Pourquoi j'ai dit privatiser? Parce qu'en fait, c'est ça que l'État veut préparer. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que c'est tout l'esprit de service public qui disparaît. Alors pour être sûr que, puisque l'État nous dit que ce n'est pas pour vendre les actions, nous allons déposer des amendements pour la véritable non-cessibilité des actions de l'État au privé et l'obligation de passer par le Parlement si tel était le cas. Et en tout cas, je crois qu'il faut mettre des verrous pour que les prétendues promesses soient tenues. Troisièmement, c'est la question du statut des cheminots. On voit bien aussi, c'est toujours la même thèse, dumping social, ce sera plus compétitif. Bon, alors on a d'ailleurs des textes contradictoires, des thèses contradictoires au gouvernement. Vous inquiétez pas, il va y avoir une convention collective qui va être très protectrice. Eh bien, qu'on commence la convention collective d'abord et on verra. Et si la convention collective est plus favorable ou au moins équivalente au statut des cheminots, pourquoi le changer? Et sinon, c'est de la régression sociale, rien ne le légitime. Troisième et dernier point, la dette de la SNCF. Enfin, le gouvernement reconnaît qu'il va prendre en compte 35 milliards de dettes de la SNCF. D'abord, il n'a pas tellement le choix parce qu'à partir du moment où il fait une société anonyme, il est obligé, sinon elle serait déjà en faillite, de reprendre une partie de la dette. Mais sauf que ça ne règle pas cette reprise de dette, les investissements ultérieurs pour que la SNCF fasse un aménagement du territoire, notamment pour protéger les petites lignes. Et j'ai déposé un amendement pour qu'on ne puisse pas fermer une petite ligne en France sans le vote du Parlement. Là aussi, c'est une épée de Damoclès pour la SNCF, c'est un verrou pour éviter que notre aménagement du territoire en pâtisse. Alors la bataille ne sera pas gagnée au Sénat, elle donne du temps pour que la mobilisation se poursuive, mais la bataille n'est pas perdue. Alors je voulais aussi parler de l'Italie. J'en ai déjà parlé à l'édito de la semaine dernière. Mais là, on a quand même un cas assez grave. Le président de la République italienne a refusé un des ministres de la coalition entre les mouvements 5 étoiles et les fachos de la Ligue du Nord, au motif qu'un des ministres, notamment dans le secteur de l'économie et des finances, était anti-euro. Outre le fait que le programme de cette coalition ne prévoit pas la sortie de l'euro, même si elle ne souhaite pas continuer à accepter les règles de l'austérité, mais je ne vois pas au nom de quoi on considérerait comme impossible, alors que le suffrage universel s'est exprimé, d'avoir des ministres qui contestent les dogmes européens. Ou alors ça veut dire que les dogmes de l'euro et de l'union monétaire sont supérieurs à la démocratie. Et là, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que les peuples contestent l'Europe. On les prive de leur souveraineté, on oblige des politiques qui ne répondent pas à leurs aspirations, et c'est toujours demain on reste gratis, et en fait, ils ne voient jamais la couleur des efforts qu'ils ont fournis. C'est donc une grave décision qu'a pris le président de la République. Moi, je n'ai absolument rien de commun avec cette alliance. Parce que sur le terrain des libertés, je l'ai déjà dit, c'est grave tant sur la manière de traiter les francs-maçons que sur le durcissement par rapport à l'immigration. C'est grave aussi sur le terrain économique. Je ne prends qu'un exemple, la flat tax. Donc je n'ai rien de commun avec eux. Mais à force de considérer qu'il n'y aurait pas d'autre politique possible en Europe, il ne faudra pas s'étonner que ce soit ces mouvements qui progressent. Et donc nous devons impérativement nous opposer au principe que les traités européens, notamment le traité d'économie et monétaire, empêcheraient les peuples de critiquer ces politiques ou même de les quitter. Pour ma part, je pense que le Parti socialiste ferait bien de clarifier au plus vite le fait qu'on ne construira pas l'Europe, 1, sans la réorienter, 2, sans renforcer la démocratie, et au niveau européen et au niveau national. Alors, chers amis, retrouvons-nous et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez me poser des questions
avec le hashtag MNLFAQ. Et par ailleurs, je suis sur les réseaux sociaux, nous sommes ensemble sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook.